just gotta feel it. Bonjour à tous, bienvenue dans Light Up. Aujourd'hui, on va aborder un super sujet, les filles, un sujet qui me tient à cœur. On va parler des familles nombreuses. Alors, pourquoi ce sujet ? Tout d'abord, on est plusieurs ici à venir de familles nombreuses, mais on a aussi 2 d'entre nous, donc 2 personnes sur 5, qui ont passé le cap ou qui vont passer le cap de la famille nombreuse. Devinez qui ? Donc, je ne les présente plus. J'ai nommé donc Sandra, qui a 4 enfants, et Sarah, qui... Futur quadripart. Voilà. Maman quadruple. Donc Sarah, tu vas accueillir ton 4e enfant cette année. Félicitations. On est toujours très fertiles. Je pense que ça bouge pas. Voilà, depuis que cette parole a été lancée, ça y est, c'est bon quoi. On va bientôt imposer les mains. Pour rappel, Oui. Cindy, toi tu viens d'une famille où vous êtes 5 On est sœurs. 4. 4 sœurs. Sandra, tu viens d'une famille où vous étiez 6 enfants. Oui. Où vous êtes 6 enfants. Oui. Pardon. Moi je viens d'une famille où on est 5 enfants. On est juste 3. Juste 3. Et puis 3 aussi Si on globalise, nous sommes 5. en famille recomposée, c'est C'est ça. ça. D'accord, très bien. Donc je fais ce petit point juste pour qu'on remette un peu les choses dans leur contexte. Donc d'abord, je voulais poser une première question. C'est pour vous, c'est à partir de quand on devient une famille nombreuse déjà ? Parce qu'aux yeux de la loi, c'est à partir de 3 qu'on vraiment on peut avoir des avantages sociaux par rapport à la... Donc on a la petite carte famille nombreuse, etc. Donc pour vous, dans l'idéal, et puis j'ai une autre question aussi avec cette question-là, c'est dans l'idéal, vous souhaiteriez combien d'enfants, notamment pour Cassandra et Cindy ? Et vous, vous On n'a souhaitiez... peut-être pas fini. Voilà. Exactement. À c'est- chaque c'est saison, On va y arriver. Donc je vais laisser la parole d'abord à Cindy. Alors, pour moi, on est une famille nombreuse à partir de 4 enfants parce qu'on doit changer de voiture. Donc, Ah, en général, ouais, sauf donc sur toi, la le grande critère- voiture, mais on doit... Donc, je pense que ça nécessite un ajustement. Donc, pour Ouais. moi, je pense que c'est à partir de 4. Mais même au niveau de la structure familiale aux yeux de l'État, je crois que c'est à partir de 4 aussi, qu'on peut avoir 2 avantages, etc. Idéalement, combien d'enfants j'aimerais On va dire 3. Pourquoi ? Parce que je me dis, à 2, une raison complètement stupide, mais pour moi, à 2, quand ils se disputent, il n'y a pas d'arbitre. Le troisième enfant, il sert d'arbitre. Allez, 3, c'est bien. Ah d'accord. 3, c'est bien. C'est l'arbitre. Alors à toi, Sandra, à partir de quand une famille nombreuse ? Alors moi, dans ma perception avant, parce que Oui. la société va donner, m'a rappelé que ma perception n'était pas la bonne apparemment. Ma perception d'avant, c'était au-delà de 4. D'accord. Donc pour moi, 5, 6, on est famille nombreuse. Pour moi, Ok. 4, c'était famille. Ok. Tu vois, famille point. Ouais. Et j'en voulais 4. D'accord. Donc je voulais pas spécialement une famille nombreuse. Ok, pour toi, c'était pas une famille nombreuse. C'était on a pas une compris. famille C'était un nombreuse. peu la base. Voilà. Voilà. Ok. Parce que j'aime bien les pairs. Moi, je suis un peu comme toi. 2, c'est Ouais. trop peu. 3, c'est pas Entre harmonieux. les deux, ouais. Donc 4. Ok. C'est déjà un beau challenge. Cassie, je te laisse la parole. Bah moi, c'est exactement pareil que Sandra. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Oui. Je voulais faire d'ailleurs même, je peux aller plus loin. Hein. Garçon-fille, garçon-fille. Ah d'accord. Seigneur, entends la prière. Et du coup, pareil que Sandra, comme moi j'en ai toujours voulu 4, je considérais que c'est à partir du 5e que tu étais en Bah nombreux oui. et qu'avant, Ok. c'était une famille normale, ouais. Ok, 4, ton Mm. chiffre aussi. Et Ouais. toi, Sarah ? Alors, j'ai découvert qu'on était une famille nombreuse à partir de 3. Et D'accord. franchement, je suis tombée des nues. Je me suis dit, Moi aussi. what 3 Enfin, Si peu. mais je sais pas, je trouvais que c'était assez classique en fait pour moi. Mm. Et combien on en voulait? Alors, quand on s'est mis ensemble, à nos 17-18 ans, on parlait de 5 enfants. Ok. Ouais. Et en fait, on a eu le temps, enfin, je veux dire, on a eu notre première qu'on a laissé vivre un peu comme une fille unique. On se dit, bon, quand même, on va pas s'arrêter à une. On a eu notre deuxième et on se dit, bon, à 2, on s'est dit, ouais, c'est plutôt pas mal quand même. D'accord. Puis après, à 3, on a eu le désir du troisième et on s'est dit, bon, bah, c'est parfait.
Et Sauf que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Mais au-delà de ça, moi, je me posais vraiment la question après notre 3e, Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelqu'un que tu as réservé pour nous? Donc la porte n'était pas fermée pour nous. Comme on s'était déjà ouvert à 5 enfants de base, on se disait, ah tiens, ce serait marrant. Ouais. Ouais, c'est très marrant. Ils sont rigolos, les pintos. Après, on vient de grande famille. Lui, c'est l'aîné de 5 enfants. Je suis l'aîné de 5 enfants. Donc, bon, ça va, c'est pas non plus... Pour nous, c'est pas la mort non plus. D'accord. C'est quelque chose d'assez... c'est une famille. Alors, moi, c'est une famille. Aujourd'hui, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on est vraiment dans un contrôle des naissances comme jamais auparavant. L'année 2024, il faut savoir que ça a été la plus basse en termes de natalité. Donc je voulais savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'une famille nombreuse est choisie et non pas subie? Et je voudrais aussi dire, chez les chrétiens, j'ai l'impression qu'on a une ouverture... c'est-à-dire qu'on est ouvert à la naissance, c'est-à-dire que souvent on a cette mentalité... de dire tous les enfants que Dieu va me donner, je vais les assumer. Quand c'est le cas et qu'on est vraiment dans cette mentalité-là, Sandra, je sais que pour votre 4e, c'était une surprise. Sarah, j'aimerais aussi que tu me donnes ton point de vue à ce niveau-là. C'est quand c'est une surprise, bien qu'on ait fait le choix de se dire je veux 4 enfants minimum, je veux 5 enfants dans l'idéal, etc. Donc quand c'est un peu, alors non pas subi, mais quand c'est une surprise, comment est-ce qu'on le vit en tant que femme de se dire en fait là j'étais pas prête, c'est vrai que je veux 4-5 enfants, mais là l'enfant arrive à un moment donné où j'étais pas préparée à ça. Comment est-ce qu'on le perçoit? Est-ce qu'on le perçoit comme quelque chose vraiment de subi, ou est-ce que ça reste quand même un choix pleinement assumé? Conscient, ouais. Parce que je précise juste aussi que en tant que chrétien, on peut s'interdire parfois de ne pas désirer l'enfant, mais de l'accueillir quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, moi je sais pas si je suis un bon exemple parce que je suis un peu schizophrène. Je viens de dire que je voulais 4 enfants. On annule au nom de Dieu. Mais au 3e, c'était panique à bord. Donc, en fait, je pense déjà qu'une famille nombreuse peut être subie et peut être choisie. Quand je dis être subi pour moi, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'on peut ne pas planifier. Même si on est à l'ère où on planifie tout, aujourd'hui, je pense que dans n'importe quelle contraception, tu as toujours 99,9. Donc, tu as toujours un pourcentage de chance qui n'est pas contrôlé. Et donc, je pense que nous, en tant que chrétiens, on sait que Dieu est capable de faire sa volonté, malgré une contraception, malgré certaines décisions, etc. Donc, quand je dis subi, c'est pas subi de force. Mais voilà, c'est pas forcément négatif. Donc, déjà, pour moi, les familles nombreuses peuvent être dans les 2 cas. D'accord. Moi, je vous donne mon exemple. Nous, on est 6. Mon père me disait que sur les 6, on n'était que 2 qui étaient prévus. Non mais, oui, vous voyez le ratio. J'ai la même chose dans ma vie. Mais oui, ça. J'imagine que tu faisais partie des 2 élus. Ah, moi même pas, je crois. Non, parce qu'en général, c'est le premier. Oui, souvent c'est le premier et le frère qui arrive juste après parce que c'est un garçon. Donc non, nous entre deux, à chaque fois c'était oh surprise, oh surprise. Ok. Et c'est marrant parce que d'ailleurs ça me fait penser que ma mère à l'époque m'avait dit aussi qu'elle aussi avait eu des enfants sous contraception. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a déjà une vraie réalité à dire en fait. La contraception n'est pas une garantie de rien. Moi ma 4e c'était sous stérilet, donc c'est une contraception, mais ça peut arriver. Et je reste persuadée aujourd'hui que c'était la volonté du Seigneur qu'elle vienne. Donc, comment je l'ai vécu au début, pas bien. On en a déjà parlé sur les Hit Up. Je ne l'ai pas bien vécu, mais en fait, je pense que j'avais un problème de contrôle. Encore une fois, c'est-à-dire que la contraception te donne l'illusion que tu contrôles quelque chose. Donc, tu penses contrôler. Et en fait, moi, quand j'ai eu un retard de règles et que j'ai fait un test de grossesse, je l'ai vraiment fait un peu en mode j'enlève cette option parce qu'au fond de moi, j'étais en mode c'est pas possible puisque j'ai une contraception. C'est possible. Ça a été ma conclusion. Mais franchement, moi, je sais que cette grossesse surprise a été surtout pour moi une grossesse aussi d'humilité, qui m'a remis à ma place de me dire, malgré tout ce que je peux utiliser, je suis petite face à Dieu. Je suis personne face à Dieu et quelque part, il a le dernier mot aussi dans ma vie. Donc voilà, ça a été une grosse surprise au départ, mais qui derrière s'est transformée aussi en une joie et en une bénédiction.
Donc c'est pas parce que ça commence avec une surprise, une peur, parce que moi il faut comprendre, hein, mes 2 dernières, elles ont 15 mois d'écart. Donc ma petite dernière, elle avait 7 mois quand je suis tombée enceinte. Donc 7 mois, elle fait passer nuit. Ouais. Voilà. Et en fait, c'était panique à bord. Je me suis dit, comment je vais faire avec 2 enfants de moins de 2 ans. Donc c'est surtout ça le défi en fait. D'accord. Sarah, je viens vers toi. Sarah, de ton côté, je sais que c'est frais. Vous l'avez découvert il y a quelques mois. Et donc voilà, comment tu es encore dans ce processus-là de découverte que tu es enceinte, etc. etc. Mais du coup, comment tu l'as vécu, toi, de ton côté, avec Jonathan? Alors, comment je l'ai vécu? Plutôt bien, dans le sens où il y a toujours eu cette ouverture et cette réception déjà de la part de mon mari qui a toujours été en mode, the more the better. Je sais pas pourquoi j'ai que des mots en anglais. Plus Dieu donne, mieux fait. Oui, voilà, c'est ça. Déjà une ouverture à la base, quand même. Il y avait de déjà- dire, potentiellement, on peut accueillir un enfant. Voilà, il y avait déjà cette ouverture. Et vraiment, je vous dis, je sais pas pourquoi. J'ai accouché de mon fils en décembre. Et déjà, janvier, mars, je commençais déjà à être dans ce dialogue intérieur avec le Seigneur en mode, mais enfin, j'ai tellement aimé cette grossesse. Bon, j'ai aimé chacune de mes grossesses. J'aime tomber enceinte. J'aime vivre cette expérience-là. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a émerveillée, vers lequel, à chaque fois que je terminais une grossesse, je me disais, j'espère que c'est pas la dernière, C'est ce que j'allais parce que te j'aimerais demander. bien Est-ce que revivre ça. il y a peut-être une nostalgie de te dire, est-ce que c'est la dernière? Exactement. Et c'est la question que je commençais à me poser alors que le bébé avait quelques mois. Et je rigolais avec mon mari. Je disais, bon, allez, là, par contre, si on veut un dernier, faut enchaîner. Hein, parce que on va pas pouvoir laisser passer 7 ans comme pour la... Voilà, entre le 2e et le 3e. Et je posais la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu vois pour nous? Est-ce que vraiment il va être le dernier? Est-ce que c'était vraiment une conversation ouverte avec le Seigneur jusqu'à ce que ça arrive. Et que je me dise, ok, donc ta réponse est celle-ci. Et je l'ai accueilli avec ce sentiment de... c'est une décision qui... Enfin, je veux dire, c'est une bénédiction qui arrive, qui entre dans notre vie et qui répond à une question. Et je suis... Enfin, et mon mari et moi, on va l'accueillir, en fait. D'accord, mais est-ce qu'on a le droit, dans ces moments-là, d'avoir peur, d'avoir oui, d'être bien peut-être sûr. un peu déçu du timing, tu vois, de se dire... Oui, on se pose... sans être dans un rejet de l'enfant, c'est pas ça. Ouais. Parce que cet enfant, voilà, à partir du moment où il existe, tu confirmeras Sandra, mais on l'aime, on a de l'amour pour cet enfant. Et donc, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu t'es autorisé à avoir ces sentiments un peu contradictoires au début ou est-ce que c'est vraiment en mode bon bah non, Dieu l'a voulu comme ça, c'est bon, j'accepte, j'avance. Non. Et moi je suis très introspective, hein, je me pose tellement de questions. J'ai eu vraiment des moments où je me posais, mais pas des questions du style est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va pas le garder, Non, parce que ça se posait sûr, pas. oui. Mais waouh, merci Seigneur, tu nous fais confiance. Est-ce qu'on va être à la hauteur de la confiance que tu nous confie, comment est-ce qu'on va organiser les choses, parce que je venais de totaliser 1 an dans mon nouvel emploi, donc Parfait. je mets vraiment le pâté. Non, bon, c'est vrai que maintenant quand j'en parle et tout, les gens me disent bah non, c'est bien, c'est parfait en fait. Les avantages. Voilà, exactement. Je venais de rafler une petite promotion juste avant, donc c'est parfait aussi. Mais c'est vrai que oui, je me suis posé des questions, je me suis dit, ah ouais, comment on va modéliser le truc? Et comme j'étais aussi une maman qui était très calée sur le fait de vouloir faire de chaque enfant une grossesse et une expérience unique, donc on laisse du temps. Nous, on a choisi de laisser du temps entre chaque enfant pour qu'il ait vraiment son timing. Là, c'était la première fois qu'on avait une configuration où c'était rapproché. Ouais. Et je me suis dit, waouh, ça, je ne l'ai jamais vécu. Ça va être vraiment une découverte, Seigneur, d'avoir 2 enfants qui sont dans la 2e année. Parce que, voilà, le dernier aura dépassé 2 ans de quelques mois. Ok. Et tout. Et puis, bah, après, je me suis dit, bah, écoute, voilà, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, je me posais la question. La réponse, elle est là. Gloire à Dieu. Tout se passe bien. Après, c'est vrai que je suis très... Enfin, je vais pas mentir, on a des émotions qui se bousculent, on se pose des questions. C'est surtout les questions pratiques, moi, que je me posais vraiment. La voiture, et tout. Mais ça rentre en ligne de mire, d'autant que j'ai l'impression que nos parents faisaient très différemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à l'époque de nos parents, ils avaient des enfants, ils faisaient avec.
Et en fait, aujourd'hui, on a tellement ce contrôle, ce besoin de vouloir contrôler les naissances, qu'en fait, on attend que ce soit un moment propice, un moment parfait. Exactement. Que niveau économique, ça marche bien, que niveau travail émotionnel, même que l'enfant fasse ses nuits pour pas être trop fatigué, etc., etc. Mais on oublie la part que Dieu a, qui est qu'il a le dernier mot, qu'il sait mieux que nous pourquoi il nous donne cet enfant à ce moment-là, et que bien sûr que ça va être un challenge. Mais quand bien même, par exemple, l'arrivée de ton dernier qui est arrivé bien des années après les autres, et toi c'est pareil pour ta troisième, Sandra, ça a été un challenge dans tous les cas. Tu vois, même si tu te dis, ouais, mais là, on est bien, là, c'est le bon moment. Mais en fait, ça reste un challenge, un enfant, dans tous les cas. Ça reste un challenge. Et c'est là où le fait d'être bien accompagné dans le mariage, je le répéterai jamais assez dans cette émission, est crucial. Parce que dans les moments où je pouvais faiblir, être un peu plus fébrile et me poser des questions, être vachement dans ma tête, mon mari me rappelait, mais écoute, je veux dire, de toute façon, ça reste une bénédiction. On sert un Dieu qui est pour la vie et qui nous donne la vie, qui nous donne cette occasion de vie en plus. Donc il va pourvoir, il va faire ceci, il va faire cela, ça va ajouter à notre vie et on va se réjouir, on va juste avoir plus d'amour, plus de partage et tout. Et ça m'a vraiment aussi apaisée dans ce sens. Donc après, c'est vrai qu'en tant que femme, je sais pas pourquoi, le passage au 4e, je me suis dit, alors là, j'avais un sentiment de vulnérabilité, je l'avais partagé avec Sandra, je disais, t'as pas intérêt à me quitter. Hors de question que tu me fasses. Une célib de 4 enfants, c'est mort. Il était là, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que je vais aller? Je sais pas d'où est-ce que ce truc est venu là, mais c'était... Ah oui. Du coup, pour poursuivre, j'aimerais savoir notamment, Cassandra et Cindy, votre point de vue. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, une famille nombreuse, et vous répondrez toutes, mais est-ce qu'aujourd'hui, une famille nombreuse, étant donné qu'on est dans un contexte économique assez compliqué, assez difficile, on le sait, qui n'est pas stable, qui n'est pas sécure, est-ce qu'avoir une famille nombreuse aujourd'hui, c'est inconscient? Inconscient. Et est-ce que l'image d'avoir une famille nombreuse est pour vous négative ou positive? Et donc je m'adresse à toutes, mais j'aimerais juste avoir d'abord votre point de vue. Donc toi Cindy, en tant que fille de famille nombreuse, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as vécu un jugement par rapport au fait d'être nombreux, d'être... Non, pas spécifiquement, surtout que nous en plus on était toutes du même sexe. Donc les gens qui disaient ah du coup pas de garçon. Ils étaient plus accentués sur le ah pas de garçon que sur le ah vous êtes 4. C'était plus ça qu'on avait nous. Après, moi, je suis pas une référence, je suis complètement sur la lune, je pense, parce que pour moi, moi j'ai une vision hyper positive des familles nombreuses. Pour moi, j'ai l'impression que c'est des familles dans lesquelles on s'ennuie pas, t'as toujours quelqu'un avec qui jouer, ou quand t'es grande, t'as toujours un de tes frères et sœurs qui va t'aider, même s'il y en a un qui te dit non, c'est mort, je t'aide pas. Dans ma tête à moi, c'est des familles où en fait tes frères, et c'est pas forcément vrai, mais où en fait tes frères et sœurs ont d'autant plus de chances d'être tes amis parce qu'ils sont nombreux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je pensais comme ça d'ailleurs. Ouais, mais si, parce que tu peux être ami avec tes frères et sœurs quand vous n'êtes que 2 par exemple. Mais bon bref, j'ai toujours une image positive des familles nombreuses, encore plus, alors sans vouloir jeter l'opprobre sur les familles recomposées, pas du tout. Mais encore plus quand ils sont tous issus du même père et de la même mère, parce que je me dis ah ouais, donc leur couple il a tenu, ils ont fait des enfants et tout. J'ai une vision très idéalisée peut-être de la chose, mais du coup je suis pas une référence parce que pour moi c'est pas, je vois pas ça de manière négative. Ouais. Ok. Toi Cassie, par rapport à ça? Moi, du coup, j'ai pas du tout grandi dans une famille nombreuse, mais pour le coup, les familles nombreuses autour de moi, je les enviais. Parce que justement, j'avais cette vision comme Cindy que il y avait tout le temps des rires, des jeux, des vannes. C'était à la maison. Mais oui, mais vraiment. Et comme dit Sarah, j'étais une fan inconditionnelle de Simon, Rosie, Marie. Bon, on arrête la pub. Mais j'ai vraiment eu toujours ça. Je pense aussi que ça m'a peut-être conditionnée parce que moi, je te disais que j'ai toujours eu envie d'avoir 4 enfants, mais depuis jeune. Donc, je pense que j'ai voulu vivre peut-être ce que j'ai pas eu. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison remplie d'enfants qui me rendraient chèvre, de bruit, des trucs qui se cassent et tout, etc. Et pour le coup, moi, j'ai pas du tout une vision négative des familles nombreuses, bien au contraire. Par contre, ce que tu soulevais la question, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que tu posais la question de comment c'est perçu dans la société, ou avec les temps qui courent et tout. Alors moi, j'ai un avis bien tranché sur la question, pour le coup. Et je trouve juste que en fait, c'est le fait qu'on est dans une société égoïste. Oui, individualiste. Parce que j'entends qu'on est en 2024, que l'Ukraine, que l'inflation, etc. et tout.
et etc. Et je dis pas que tous ces questionnements peuvent avoir les gens du point de vue économique et tout sont pas légitimes. Hein. Mais je veux dire, les gens faisaient des enfants en temps de guerre, en temps de guerre, en 14-18, enfin. Donc moi je pense juste en fait que on est dans une société égoïste, égocentrique, égocentrée. Et que les gens ont de moins en moins envie d'être tournés vers les autres. Tout à fait. Déjà, ça se voit avec les conjoints, les choix de partenaires de vie, tu vois. Et d'autant plus peut-être également avec les enfants, parce que on enjolive le truc, enfin, on n'enjolive pas, mais c'est du bonheur et c'est une grâce et c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. C'est aussi de la mort à soi, du fait de faire des sacrifices, etc. Et moi, je pense que c'est plutôt ça, en fait, c'est que les gens veulent aujourd'hui moins faire de sacrifices qu'avant, veulent plus être dans le don de soi, dans le don d'eux-mêmes. Et je rajouterais que, en fait, j'ai l'impression qu'on vise la qualité à la quantité. C'est horrible, dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'on se dit, alors moi, je veux 1, 2 enfants, 3 maximum, parce que je veux être sûre de pouvoir offrir tout ce qu'il y a de meilleur à mes enfants. Et en fait, je pense qu'on se trompe de mise en fait, parce que ton enfant il n'a pas besoin d'une belle voiture, même si ça fait plaisir d'entrer dans sa petite Porsche à 2 places, mais je dirais plutôt qu'un van. Mais l'enfant il a besoin d'un couple heureux, il a besoin, effectivement, plus il a de frères et sœurs, plus il va jouer, plus il va s'amuser. Combien d'enfants seuls dans les familles, d'enfants uniques dans les familles ont été malheureux d'être enfants uniques et n'ont pu reposer que sur des amitiés, là où tes frères et sœurs c'est un peu tes amis pour la vie. Alors on s'entend pas toujours bien avec tous ses frères et sœurs, mais dans le sens où moi dans mon enfance parfois, les copines de ma petite sœur, ça devenait à un moment donné mes copines, alors pas aussi proches qu'avec ma petite sœur, mais on avait notre groupe de copines qu'on partageait. Et encore aujourd'hui, il se peut que voilà, je vois une de ses copines, on parle, machin, on s'entend bien. Et donc il y a une espèce de partage et j'avais moins l'impression d'avoir besoin de me faire des amis, que ce soit au collège ou au lycée, parce que j'avais cette sûreté en fait d'avoir ma sœur, même si elle avait ses potes et que j'allais pas squatter avec elle, mais il y avait peut-être une espèce de je sais pas comment dire, j'avais moins ce besoin-là absolument de me faire des amis, même si je m'en faisais naturellement. Il y avait une fraternité. Parce que voilà, il y avait cette fraternité disait ça. Tes copines sont tes sœurs. Et c'est une réalité. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve qu'il y a quand même ce regard de se dire c'est inconscient aujourd'hui, économiquement parlant, d'avoir plus de 3 enfants. Et même écologiquement, tout à fait. C'est un autre débat. Ça me fait penser à un extrait de la série, sur la série Netflix qui s'appelle En place. Voilà. Et une des candidates à la présidentielle qui avance son programme et qui dit mais vous vous rendez compte, il y a des couples aujourd'hui qui font encore 3 enfants. 3 C'est oui, inconscient. Ça peut choquer. Et elle propose de demander l'autorisation à la préfecture. oh mon Pour Dieu. en faire 3, t'imagines? What? Mais donc vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous c'est une dinguerie aujourd'hui de passer ce cap-là? Ou est-ce que... Non, moi franchement je pense pas que ce soit une dinguerie de passer ce cap-là. Et la philosophie qu'on a toujours eue avec Jonathan, c'est que on ne voulait pas attendre que les conditions soient idéales au niveau économique, au niveau forcément financier et au niveau matériel et même professionnel pour pouvoir se lancer dans le business des bébés. On s'est toujours dit, soit on y va en croyant que le Seigneur est avec nous et que nous donnant ces vies-là, il va pourvoir pour nous, soit on croit en rien en fait. Mais vous imaginez si on devait attendre, nous, nos carrières, elles ont décollé tardivement. On s'est mariés jeunes, mais elles ont décollé tardivement. C'est maintenant qu'on a 30 ans qu'on est vraiment dans des postes qu'on considère vraiment intéressants au niveau ambition, au niveau salaire, au niveau avancement. On aurait attendu maintenant pour commencer, à 37 et 38 ans, pour pouvoir avoir notre premier. Et on a fait ce choix. Alors, c'est un choix, il faut l'assumer, par contre. Il faut vraiment l'assumer. Parce qu'on a eu des moments, je ne vous le cache pas, pour notre première, où
Au final, on n'a pas manqué, mais on était dans une posture où on aurait pu vraiment manquer parce que le manque nous regardait, nous tutoyait. Et dans ces moments-là, on a pu aussi s'exposer par notre choix radical de foi à la pourvoyance, vraiment, à la providence, du Seigneur. Moi, j'ai expérimenté le fait qu'on vienne me donner des sacs de vêtements et que Dieu bénisse vraiment ces personnes-là. Qu'on nous offre vraiment des vêtements de tout neuf, mais de marques que je n'aurais jamais fait le choix d'acheter, même si j'avais les moyens. Je parle de luxe et d'ultra luxe. Et c'est même pas pour dire que voilà, c'est plus important. C'est juste que dans la pourvoyance que le Seigneur va donner, dans sa providence, il va donner ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et même plus, il va faire cet extra pour te dire, tu vois, là où tu as mis ta foi, je suis là aussi pour te montrer que je suis vraiment ce père qui prend soin de ses enfants. Vous n'avez pas fait le mauvais choix et je vous accompagnerai parce que vous êtes dans le sens de ma volonté. Voilà, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une réalité qui frappe à certains moments, c'est-à-dire de dire, même si ton enfant ne manque de rien, il y a quand même des réalités économiques, dans le sens où tes enfants porteront peut-être pas les dernières chaussures, le dernier cri, le dernier iPhone, mais il va se construire différemment aussi. Et je pense aussi que Dieu ne laissera jamais tomber ses enfants. C'est-à-dire que, pour lui, chaque enfant est précieux. Pour lui, chaque enfant, voilà. Et c'est vrai que souvent, il y a un peu ce refroidissement vis-à-vis des familles nombreuses parce qu'on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Alors qu'en fait, c'est au contraire, je pense même que ça peut tirer le foyer vers le haut. Absolument. Je rebondis sur ce que tu dis. Excuse-moi, je n'ai pas envie de monopoliser la parole, mais au final, j'ai plein de choses à dire. Mais je me rappelle, c'est quelque chose aussi que mon mari me disait souvent. Il me disait, tu te rends pas compte à chaque fois qu'on a un nouvel enfant qu'on accueille dans notre foyer, le Seigneur nous fait grâce de passer des paliers. C'est-à-dire qu'il a toujours dit, chaque enfant vient avec sa grâce, le Seigneur pourvoira. Et c'est vrai, nous, de par peut-être le type de personnalité qu'on a, on peut parfois, même si on est plutôt ambitieux, se contenter de peu, parce qu'on a eu souvent des saisons aussi qui ont été très modestes. Donc on a appris à vivre aussi avec peu ou dans le contentement. Amen, c'est pas le dénuement non plus, je vous rassure. Oui, mais parfois le fait de t'habituer à ce genre de saison peut faire que non. T'endors un peu. Exactement. Et nous, à chaque fois, le fait d'avoir des enfants a été un booster vraiment économique et professionnel. Amen. Ça nous a tout le temps emmenés dans une saison supérieure. Et ça nous a toujours donné la motivation, surtout à mon mari, d'aller arracher encore plus, d'aller arracher mieux et plus haut en fait. Yes. Et à chaque fois, il me rappelle ça et on avait eu un temps vraiment de prière, d'action de grâce ensemble par rapport à surtout ce verset qui est heureux l'homme qui a des enfants, qui a des fils dans la ville et qui en remplit son corps, et dont son carquois en est rempli, car il ne rougira pas quand en temps de... Il ne manquera pas de flèches. Exactement. Oh, excusez-nous. On va y arriver. On va mettre c'est un des derniers versets du psaume 127. Exactement. Et il est magnifique ce verset et on s'est posé dessus et ça nous a vraiment emmené jusqu'au là parce qu'on s'est dit mais en fait changeons notre perception. Les enfants sont vraiment une bénédiction, une force, une arme en plus, une flèche en plus entre nos mains, une possibilité en plus. Et si seulement nous arrivions à changer cette perception, nous verrions à quel point le Seigneur nous aime en nous en donnant en fait. On ne se restreindrait pas. On se dirait mais non, le Seigneur veut nous bénir encore plus. Qui refuse les bénédictions en fait? Sandra, t'en penses quoi de tout ça? Alors, moi j'ai jamais eu une perception négative des familles nombreuses. Au contraire, moi j'étais un peu comme toi, j'ai grandi avec 6. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Moi franchement, notre famille c'était ma famille d'abord avec 6 enfants. C'était mais... Vraiment, on a beaucoup ri, on a passé de super temps ensemble, j'ai des super souvenirs d'enfance. Oui, il y a eu des temps de galère, etc. Mais en fait, on se sacrifiait ensemble, donc on se serrait les coudes aussi. Il y avait vraiment, moi je trouve, un côté solidarité et un côté on vit les mêmes choses en fait. T'es pas le seul à vivre quelque chose. Et je trouve, c'est marrant parce que j'en parle souvent avec mon mari qui est fils unique. Et ben moi je trouve que c'est une vraie grâce en fait, d'avoir plusieurs frères et sœurs parce que je me dis, même demain, quand nos parents partiront,
Je ne serai pas la seule à porter la mémoire de mes parents. Je ne serai pas la seule à me dire « Ah tiens, tu te souviens, cette fois, il avait dit ci ou ça ». Quand tu es un enfant unique, tu portes cette charge, je trouve, de la mémoire de ta famille, de faire vivre ce truc. Alors que nous, en tant qu'enfants, on a tous été bénis par ça et on peut le porter ensemble. Et surtout, si on l'a coupé au niveau de la mémoire, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. En plus, oui, non, mais c'est clair. J'en ai en plus qui retient que des détails incroyables. Donc voilà, j'ai jamais eu cette perception. Par contre, et c'est très marrant parce que à 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça allait. Et en fait, c'est au 4e qu'on m'a fait sentir, mais tu vas où en fait? Ok. Madame, faut s'arrêter. Ok. Au nom de quoi? Oh, mais au nom de la loi, je sais. J'en sais rien. Mais en l'air. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai ressenti en fait, moi vraiment ce poids. Et le regard de la société, et quand je dis société, je parle vraiment en général, c'est-à-dire que je l'ai ressenti même dans nos milieux chrétiens, où on pourrait croire qu'on est très pour les familles nombreuses, etc. Faut pas croire, aujourd'hui il y a plein de chrétiens qui ont que 2 enfants, ça leur va très bien, c'est des choix qu'ils ont fait et tant mieux pour eux. On n'est pas là non plus pour prêcher, faites forcément plein d'enfants et ayez des familles nombreuses, chacun fait ce qu'il veut. Mais respecter ce que décident les autres. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment au 4e où j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'annonçais, c'était un fardeau. Ah ouais. Vraiment, à chaque fois, parce que c'était « Quoi Oh, ma pauvre, bon courage. Ouais. » En fait, j'avais l'impression, vraiment, ça va sembler extrême, mais d'annoncer un cancer. Oh là là. C'est quasiment pareil. C'est-à-dire que la notion même de bénédiction, pour moi, elle n'était absolument pas dedans. D'accord. Et tu sentais que tout le monde avait même de la compassion pour toi, genre... Oh. Courage, quoi. Est-ce que ce serait, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, est-ce que tu penses pas que c'est peut-être lié aussi par rapport à l'âge de ta dernière, au moment où peut-être les gens Pas étaient que. conscients de ça? Parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas l'âge de ta dernière et qui... Pas que, oui. oui, Parfois, il y a des gens qui ils allaient dire « Ah, vous êtes enceinte? Oui, c'est le combien? C'est votre premier? Ah non, c'est le 4e. Oh, waouh !» Et là, tu sens le mot 4e, douche froide. Alors que premier, les gens sont contents, des félicitations, machin. Et en fait, tu te rends compte que là, tu as peu de félicitations. Beaucoup de gens sont un peu... et t'en as même qui vont te faire sentir, mais vous en voulez combien? C'est quoi le projet? Enfin, tu sens que tu mets comme une gêne en fait, comme un petit malaise qui est posé dessus. Et moi, je sais que j'en suis arrivée dans ma grossesse à avoir honte de le dire. Ok. À avoir honte de le dire. Et en fait, quand je dis honte de le dire, alors, je vais le dire quand même parce qu'on parle de manière ouverte dans cette émission, mais je pense que d'être une femme africaine, ça joue aussi. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un stéréotype aujourd'hui sur les familles africaines. C'est pour ça que quand on allait parler sur la perception de la société, moi je ne le vivais pas mal parce qu'en fait je vivais avec le stéréotype de la famille africaine nombreuse. Oui. Tu vois, c'est famille nombreuse, ouais mais c'est les Africains. Ah, chez eux c'est normal. Okay. Donc il y a ce côté famille nombreuse, mais c'est eux. Oui. Sauf que là je suis en couple mixte. Donc forcément, quand tu fais beaucoup d'enfants, en plus, moi c'est 2 enfants qui sont enchaînés à des moments où je travaillais pas, ah bah là je peux vous dire que le stéréotype de l'Africaine à la maison qui pond des gamins, Qui est venu bloquer le futur de l'enfant des gens. Et en fait, t'as l'impression, favoriser. les gens te renvoient comme si, ah oui, donc toi, le but de ta vie, c'est là. d'être à la maison et de pondre des enfants. Donc forcément, ça veut dire quoi? Pour les aides sociales, pour la CAF, parce que tu vis au dos du Comme si contribuable. la CAF a duré toute la vie de l'enfant. Non mais et surtout, je vous le dis, brand new, je n'ai pas de CAF. Avec 4 enfants, les gens ne le croient pas, mais c'est la réalité, je le dis, Dieu m'en est témoin, je n'ai pas. Donc, écoutez, comme ça, retirez déjà ce fardeau de vos épaules. C'est pas vous qui payez. Voilà, ne posez pas la question, on paye tout pour nos enfants, vraiment. Et que le Seigneur continue de bénir mon mari. Amen. Mais oui, et en fait, tu as aussi, je trouve, ce stéréotype qui te colle à la peau et qui fait que moi, je me sentais obligée de toujours justifier. Oui, je suis enceinte, mais c'était sous stérilet. T'as envie, tu sais, de dire aux gens, oui, je suis pas juste une inconstante, hein, je suis pas juste une meuf qui a comme seul projet Une de péripatéticienne. Oui, disons. Mais attends, tu es mariée, enfin je veux dire, c'est... Mais je comprends ce que tu, Ah ce oui, que tu veux et puis dire. même les gens, parfois ça va être pour plaisanter, mais c'est Ouais. des petites phrases, on va dire, ouais, mais à un moment, faut arrêter en fait. Ouais, mais à un moment, vous aimez trop être dans la chambre, quoi. Ah, mais, non, mais... Les gens se permettent. gens sont Donc tu sens la petite phrase l'aise. soi-disant sous couvert de rigolade, mais qui est quand même là pour dire meuf, c'est quoi ton projet de life en fait. Ah ouais. Donc honnêtement, moi je sais que la 4e, c'est là où j'ai pris de pleine face le fait que les familles nombreuses, c'est pas forcément hyper bien perçu.
Ok. Et je pense que ça, mélangé au stéréotype de la femme noire, ça n'aide pas. Ok. Et je vous le dis bien, je suis en plus une femme noire qui a étudié, qui était indépendante, qui machin, qui truc. Et pourtant, je l'ai pris de pleine face. Vous imaginez en plus si j'étais le genre de femme, pas diplômée, jamais travaillé, machin, ce que tu dois te prendre en vague, en pleine figure. Ouais. Donc oui, moi j'ai envie en fait, déjà là-dessus, alors il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je trouve que déjà sur les familles nombreuses et sur le fait est-ce que c'est inconscient ou pas, honnêtement peut-être. Moi, je suis même pas fermée à ce truc-là, c'est-à-dire que on est dans un temps. Oui, faire un enfant en temps de guerre, ça peut sembler inconscient. C'est un risque, c'est un pas de foi qu'on fait aussi. Donc, et pour moi, la foi est perçue comme une folie. Donc, si on est un peu fou, ok, c'est vrai qu'on va pas dans le sens de la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit, bah, faut pas en faire trop pour la planète, pour machin, pour truc. Nous, on choisit de prendre chaque enfant comme une bénédiction, quelle que soit la saison dans laquelle il vient. Et Donc, même c'est un s'il y a choix. des moments difficiles, Complètement. il Et ne il y faut en pas a. gommer le fait que c'est du travail. Mais quand moi, même. je suis exactement comme Sarah. Je peux témoigner. Ça peut sembler fou, mais moi, le Seigneur, en plus, il me bénit sur des choses, mais vraiment dingues. J'ai, par exemple, une sœur dans mon église. Quand on est arrivé dans l'église, etc., j'étais enceinte de la 4e, qui est venue me voir, qui m'a dit, écoute, moi, j'ai une famille nombreuse qui a 5 enfants. Et j'ai ouvert une association, en fait, où je bénis les familles nombreuses en leur donnant, en fait, accès, avec un moyennant finance, mais à pas mal de produits en date courte. D'accord. Ah, mais moi, j'ai saisi. Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui, nourrir une famille de 6, en date courte, et en fait, les gens, parfois, projettent des choses, s'imaginent, en fait, un fonctionnement. Mais nous, j'ai vu ça vraiment comme une provision du Seigneur, Tout à fait. une manière avec Amen. laquelle il est venu nous bénir. Et oui, tous les samedis, on récupère nos paniers, on paye un prix pour ça, etc. Mais à travers son association, je trouve qu'elle a compris que avoir une famille nombreuse, c'est un challenge. Et qu'en fait, il faut vraiment... Et elle, c'est très marrant parce qu'elle nous le disait, je veux bénir spécifiquement en plus les familles qui n'ont pas le droit aux aides sociales. Ce qui dit, je sais qu'il y a des familles, parce que c'était son cas, elle avait 5 enfants, un mari qui travaillait et elle n'avait pas accès forcément à des aides sociales, parce que oui, vraiment, je le dis, en France, ce n'est pas une obligation d'avoir la CAF, c'est selon vos revenus. Donc Tout à fait. si vos revenus sont corrects, vous n'avez pas de CAF. Parfois, juste même si vous êt sur la limite, vous n'en avez 10 pas. euros de plus, c'est Ah oui, Bah vous oui. n'en avez pas. Donc nous, c'était pas le cas, et c'est vrai que on est béni à travers le fait qu'elle ait compris cette aventure et qu'elle bénisse les gens aussi à travers ça. Mais tu verrais que les gens jugeraient que c'est pas normal et que c'est pas, tu n'as pas le droit de bénéficier de bénédictions parce que tu as décidé d'être dans un surplus. Bon, ça c'est Dieu Là qui où donne, d'autres hein, sont déjà dans Dieu. Non, mais je suis d'accord, mais tu vois, il y a une. J'ai le sentiment qu'il y a un genre de rage un peu sourde de personnes qui vont te dire ah ouais, non, mais c'est bon, faut s'arrêter, vous allez Alors, jusqu'où après, parce que ouais. ils voient en ce que tu as pu faire ou ce qu'on Oui, est en ce train qu'ils de n'ont faire, pas pu faire. ce qu'ils ne se sont pas Oui, autorisés à faire. Je suis Et maintenant d'accord commencent à réussir à prospérer ou à être bénis dedans. C'est trop. Alors, je le dis bien, hein, aujourd'hui, c'est pas non plus une banque alimentaire, c'est pas tout ça. C'est vraiment une maman de famille nombreuse qui a créé une association pour bénir les autres familles nombreuses. Oui, non, mais que ce soit ça Mais autre chose. C'est hein. un choix qu'elle a fait, etc. Mais voilà, moi j'ai vu ça comme une provision. Et pour tout, pareil, j'ai une amie, une ancienne collègue de travail qui a eu également 5 enfants. Et à un moment, elle a proposé sur les réseaux, j'ai plein de vêtements à donner de 2 petites filles. Comme par hasard, j'avais 2 petites filles avec les mêmes tranches d'âge. Donc j'ai reçu mes 3 cartons de vêtements, pareil, avec des super marques, des trucs que je ne serais même pas allée acheter en temps normal, mais qu'on m'a donné. Et moi, là-dedans, c'est la main de Dieu que je vois. Exactement. En me disant sur les petites choses. Les petites Alors, choses. je pense que parfois, et moi, c'est ce que je reproche un peu aux parents aujourd'hui, je vais le dire, je pense qu'on met la barre d'exigence aux parents beaucoup trop haute. Quand je dis beaucoup trop haute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un enfant, il faut être capable de lui payer toutes ses études, de lui payer son premier appart ou de donner un apport, de pouvoir lui offrir le permis, de pouvoir lui offrir La une première voiture. voiture. Et en fait, de pouvoir financer la moitié de son mariage. Ou je sais pas, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, mes parents n'ont pas payé mes études et ils n'ont pas échoué en tant que parents. Amen. Mes parents n'ont pas échoué en tant que parents. Le fait qu'ils n'aient pas payé mes études, ça m'a rendu débrouillard. Il y a des grandes écoles de commerce que je voulais faire, que je pouvais faire, j'ai eu l'opportunité de faire. Et je me suis dit à l'époque, il n'y a pas d'apprentissage, donc je ne vais pas le faire, je vais me débrouiller, je vais trouver une voie
avec apprentissage pour pouvoir payer mon école. Et je regardais pas mes parents avec mépris en mode vous n'avez pas été capable, vous avez fait 6 enfants, vous auriez dû les faire si vous aviez été capable de payer. C'est quelle mentalité? Aujourd'hui, on n'est pas esclaves de nos enfants en fait. On est là pour les soutenir et Dieu merci, s'il nous bénit, on bénira également nos enfants autant qu'on peut. Mais je pense qu'il faut aussi remettre le cadre de qu'est-ce qu'un parent et qu'est-ce qu'il doit apporter à son enfant. Sécurité, amour et autant que possible de l'aide pour l'épanouissement. Et moi, dans chacune de ces étapes, mes parents ont fait leur job. Et j'espère aujourd'hui, en plus de tout ça, financièrement, pouvoir aussi soutenir mes enfants. Et on se prépare aujourd'hui qui sont enfants financièrement pour pouvoir le faire. Mais il faut comprendre que la vie, elle est aussi faite de haut et de bas. Aujourd'hui, je peux me dire, je vais faire un enfant parce que je suis prêt financièrement. Demain, je peux tout perdre. Et donc, tu n'es plus qualifié pour être parent. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Gérer. Tu le ramènes à la maternité, franchement. Et puis ça bonjour n'a les aucun regrets sens. aussi, je trouve, quand le temps passe, etc. Exactement. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de bons moments. Enfin, il y a quand même un cadre à mettre. On en a déjà parlé. Un cadre, mais le bon moment. Oui, mais, et puis ça entraîne d'autres problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui attendent le bon moment dans la trentaine, qu'est-ce qui se passe? Problème d'infertilité, problème avec ça. Il y a aussi d'autres problèmes qui viennent avec le fait d'attendre parfois et de pousser ce moment si parfait. Et puis il y a beaucoup de femmes aussi, j'ai l'impression, qui étaient dans un mouvement No Kids, Child Free, etc. Qui reviennent un peu vers la trentaine en mode mais en fait j'ai envie d'un enfant parce que cette envie elle est très forte et je trouve qu'il y a un contraste entre toutes ces personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. La difficulté aussi qu'on met sur le fait d'avoir un enfant, on se dit déjà et je peux en être témoin où effectivement quand on a le premier on se dit ouais mais comment on fait mes parents qui en ont enchaîné 4 d'un coup, puis on en a voulu un 5e parce qu'on voulait un petit frère pour compléter le tout et ils ont dit oui. Donc on était dans un autre contexte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui mes parents ont reconnu un peu qu'ils avaient été quelque part inconscients, donc tu en parlais tout à l'heure. Mais je crois qu'ils faisaient vraiment jour après jour. Et je crois que c'est un peu ça aussi. Nous, on a envie de tout contrôler parce que forcément, c'est quelque chose qui est en nous. Voilà, mais en tant c'est une que illusion. humain. On voit loin illusion, parce qu'on pense contrôler ce qui est loin ou contrôler l'avenir. Mais c'est une illusion. Quelque part, tes parents vivent aussi dans la réalité du au jour le jour et de comprendre que chaque jour tu suis à peine. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Aujourd'hui, combien de gens ont amassé des millions, ont prévu ceci, etc. Et les choses ne se sont pas déroulées comme ils avaient prévu. C'est ça. Et je crois aussi que la grâce de Dieu là-dedans, comme vous en parliez, est très importante parce qu'on a l'impression que manquer de quelque chose, c'est le matériel. Tu vois, on a l'impression que dès qu'on n'a pas les dernières chaussures, dès qu'on n'a pas le dernier sac à la mode, mais on est à manquer, part. c'est sain. Moi, je suis désolée. Je suis d'accord avec toi. Dans le truc le fait de manquer de quelque chose, c'est sain. Ça te donne de la motivation, ça te challenge aussi à travailler, à t'accomplir en fait. Ça te donne de la créativité. Mais oui. En fait, on pense que nos enfants, on doit combler tout. Toutes les brèches doivent être comblées. Ils ont besoin de 3 chaussures de VAR par mois, il faut aller chercher. Ils ont besoin de l'iPhone 15. C'est pas forcément sain de combler parce qu'en fait, ça fait des adultes qui ne supportent pas la frustration. Ça fait des adultes qui vivent mal l'échec ou de ne pas avoir quelque chose. Et je suis désolée, mais c'est... Alors, j'allais dire une dinguerie, mais quelque part, pour moi, c'est l'ADN aussi, tu sais, des gens... qui vont agresser ou autre parce qu'ils supportent pas le non, ils supportent pas la frustration, ils savent pas gérer, tu sais, la négativité face à eux parce qu'ils estiment qu'on leur doit tout. Exactement. Je trouve pas que c'est sain en tant que parent de se mettre comme objectif de combler tous les besoins de son enfant. Ce qui est sain et ce qui est possible, mais je trouve que c'est sain de dire aussi à son enfant, je sais que tu veux ça et on va peut-être travailler pour essayer de te soutenir parce que c'est un besoin sain. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et l'enfant peut l'entendre et l'accepter. Moi, je veux vraiment le dire, on a manqué de plein de choses chez nous. Il y a des temps qui ont été durs. Mais vraiment, je vous dis, j'estime, et je le témoigne toujours, avoir eu une enfance heureuse. Vraiment heureuse. Donc, alors oui, on n'avait peut-être pas les Capri-Sun, les Kinder Bueno. Voilà. Non, mais c'était la marque Lidl. Voilà, premier prix, etc. Mais n'avons-nous pas bu du jus? Non, n'avons-nous pas mangé des chocolats? Bon. Franchement. Au final. Et je trouve qu'il est là. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas que ce qu'ont pris vos enfants. Et c'est une réalité aujourd'hui que beaucoup de parents ne sont pas prêts à sacrifier. Le fait de partir en vacances 3 fois par an, ne sont pas prêts à sacrifier. Le fait de voyager en avion, ne sont pas prêts à sacrifier ceci ou cela. Et honnêtement, chacun voit midi à sa porte. Je veux dire, chacun est libre de vivre la chose. Mais si vous le vivez, respectez les gens qui sont prêts à le sacrifier.
Enfin, d'ailleurs, parfois, c'est pas C'est toujours pas le cas. toujours parce le que cas, hein. Moi, je pense vraiment que le Seigneur bénit. J'ai un peu un témoignage vraiment comme Sarah, c'est-à-dire que à chaque enfant et à chaque étape, nous, on a vraiment vu aussi notre niveau social s'élever. À chaque arrivée d'enfant, je pense que c'est un boost pour mon mari comme pour moi de dire, bah, écoute, là, on est 6. Ce qui nous suffisait dans la saison dernière, et ben, il faut aller plus loin sur cette saison. Donc, on est débrouillard, on crée, on fait les choses, etc. Ouais. Et on avance. Ouais. Et c'est Après, bon. Amen. je trouve aussi, je trouve qu'il y a quand même des réalités où on a un idéal d'enfant que l'on voudrait. On en a parlé chacune. J'ai pas dit mon chiffre, mais on a un idéal. Moi, Carlos me dit que je disais 4 quand on s'est rencontrés, mais je sais que moi, dans ma tête, c'était 3 minimum. Voilà. Ok. Voilà. Pour dire. Après, Après, vous faut vous savoir que rejoignez là. moi, à l'adolescence, j'ai eu un peu un rejet de la famille nombreuse parce que je trouvais qu'avec ma famille, on faisait troupeau. Je trouvais que les regards des gens. Non, mais tu sais, dans la rue, côté la documentaire stigmatisation, quoi. Non, mais vraiment, Oh il y a un my moment God. donné où le regard des autres A été dérangeant a pour été toi. dérangeant. En tant que famille, Oui. disons-le, En tant blanche qu'enfant. catholique. Oui. Alors, pas auprès des catholiques, parce que c'est très bien reçu Oui. d'avoir plein Ouais. d'enfants, mais auprès des gens La normaux société, dans, ouais. dans Des la gens rue, normaux, tu vois. Pardon. Des autres gens. Du monde séculier, disons-le. Voilà. Des gens normaux. Je vais couper ça. Non, auprès des gens lambda. C'est vrai que quand on se baladait, on allait visiter un château, des choses comme ça. On veut cette entrée, s'il vous plaît. Non, mais déjà, mais il y a que ça. Les 4 familles nombreuses. Non, puis ça Mais j'en étais chahutait. trop, ma tu mère, vois. elle a sorti tout le temps. C'est des trois. Bah oui. Mais tu vois, il y avait l'impression de. On faisait le chahut, les gens nous regardaient. Ah, mais tenez vos enfants. Tu vois, un peu le jugement auprès des parents. Ouais. Mais tu sais pas, même de la part de mes grands-parents, enfin, Oui. de ma famille, de dire mais tu tiens pas tes enfants, t'as fait 5 enfants et vas-y, assume derrière. Donc en fait, il y avait un peu ce côté-là. Mes parents étaient très jeunes aussi. Donc quand on était petits, tout le monde se permettait de dire non, mais dis-lui non, machin, truc. Donc en fait, il y a eu quand même des inconvénients, je dirais, à ça, et aussi à pas avoir toute l'attention des parents centrée sur soi. Ça, c'est aussi quelque chose. Tu dois partager l'amour de tes parents, tu partages aussi tes jouets, tu partages aussi. Donc il y a quand même. Mais est-ce que c'est pas une réalité du monde? Si, tout à Est-ce fait. que, mis à part aller peut-être dans le mariage, t'as quelqu'un qui est 100% centré sur toi? Est-ce que dans le monde du Bah travail, oui, on non. est 100% centré sur Bah toi? non. Non, Est-ce c'est que vrai. justement, est-ce que c'est ça d'avoir toujours quelqu'un de centré sur toi? Bah non, parce que c'est- ça a c'est une créé bonne des question. enfants rois, ça a créé. Enfin, on est C'est tombé une- dans Enfant un senior extrême, même. Là, voilà. Là, on est vraiment sur des enfants Dans un seniors. extrême. C'est une bonne question parce que c'est vrai que moi j'avais une approche, je voulais que chaque enfant Ah, et son ait temps. son temps vraiment, et Oui, pour je le trouve coup, ça important, chaque quand même. enfant a vraiment eu son temps. Hein. Oui, c'est important aussi, c'est vrai, mais la vie, c'est que parfois tu... Oui, tu vois, pas nécessairement aujourd'hui, Ouais, je me moi, dis, je suis parce pas que aujourd'hui, au final, ils vont être 4, et la vie, c'est d'apprendre aussi de partager l'attention Oui, c'est très et important. d'accepter qu'il n'y a pas que toi, en fait, dans le Oui. système solaire. Enfin, je veux dire, Il y a d'autres il y a constellations. d'autres... Je te jure. Et puis ça Exactement. responsabilise les aînés aussi, tu vois, à prendre Après, en tu charge vois, un ça peu. par exemple, ça fait partie des stéréotypes que les gens qui n'ont pas de famille nombreuse, peut-être ceux qui ont été en famille nombreuse et qui l'ont vécu comme ça, pensent, c'est que pour eux, les aînés s'occupent des plus jeunes. Et qui se disent, ouais, j'ai pas eu d'enfance ou je veux pas que mon aîné n'ait pas d'enfance parce qu'il s'occupe du plus jeune. Mais en fait, Oui, est-ce c'est que vrai, ça, c'est un est-ce que c'est pas plus en rapport avec le fonctionnement de la famille que vraiment le nombre d'enfants? Parce que tu peux avoir 3 enfants et le plus grand s'occupe du troisième. Oui, Enfin, après, faut pas faire peser tout sur les enfants dans le sens où tu prends 100% en charge, t'es la deuxième maman de la famille, etc. Même si, je sais que ça fait partie des stéréotypes. Bon, ça. ça après, fait partie. c'est vrai qu'en fonction de la culture, moi je viens d'une culture africaine, c'est comme ça que c'est pensé. Enfin, c'est pas une question de prendre toute la charge, mais ta posture d'aîné, elle doit pas servir à rien en fait. Oui. Tu vois? Tu es plus responsable. Tu es plus responsable. On peut te demander de temps en temps, bah écoute, je vais dans la salle de bain, jette un œil à ton frère. Oui, oui. Ça fait quoi? Non, mais c'est plus dans les responsabilités vraiment d'éducation, tu vois. Ouais, bah oui. Plus dans les responsabilités d'éducation. Nous, notre petit frère, typiquement, on l'a un peu éduqué avec mes frères et sœurs. Ah non, et ça, par contre, non. Et un peu à la dure, Oui, tu mais vois. attention parce On était que plus grands. pour moi, parfois la posture un peu maman ou papa que peut avoir l'aîné, c'est pas toujours une posture subie. Parfois, elle est choisie. Moi, je le vois avec ma fille, c'est pas toujours parce que tu es mise en position de responsabilité Que tu le veux. C'est juste parfois parce que la différence d'âge, moi, il y a 10 ans d'écart
entre les deux. Et c'est vrai que quand la troisième est arrivée, c'était mon bébé. C'était important pour elle d'apprendre à changer les couches. Pour elle, elle se sentait plus responsable de le faire, de s'occuper, elle me demandait de donner le biberon. Alors, est-ce que dans ce cas-là, je dois dire non, surtout pas, parce que t'es pas la maman, donc tu ne le fais pas. Non. Tu vois, je veux dire, pour moi, tant que l'enfant ne le subit pas comme un fardeau, en mode je veux vivre ma vie et tu m'empêches de vivre ma vie parce que je dois m'occuper de tes enfants. En plus, c'est ce qu'il dirait ça. Mais je pense aussi qu'en tant que parent, si jamais on voit l'aîné prendre une posture trop importante, on peut aussi le soutenir en lui disant hey, t'es aussi un enfant. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Nous aussi, avec notre première, en fait, mon mari doit souvent lui dire non, mais c'est nous les parents en fait. Non, mais clairement. Moi, des fois, même ma fille disait mais c'est un peu mon bébé. Non, c'est mon bébé. C'est ta sœur. Oui, exactement. Tu vois, donc des fois, tu repositionnes aussi parce que j'ai pas envie que plus grande, elle ait l'impression qu'on lui ait aspiré son temps. Mais ça, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Mais même plus grande, parfois, ça se traduit aussi par des relations très fortes entre les sœurs, entre cette position justement de un peu maternelle de la part de Et franchement, sur l'écart, moi, pour l'avoir expérimenté, les deux aînés avaient plus d'écart et entre la deuxième et troisième, il y a quasiment 5 ans qui les séparent. Mais moi, les deux dernières, elles ont 15 mois d'écart. Donc, c'est vrai que c'était une de mes peurs au départ quand je suis tombée enceinte, c'est est-ce que la troisième aura eu tout l'amour, toute la présence dont elle a besoin. Et en fait, oui, parce que moi, j'en parlerai avec elle. J'étais un peu dans la même position. Mais parce que en fait, j'ai l'impression qu'elles grandissent quasiment comme des jumelles. C'est-à-dire que comme elles ont peu d'écart, elles ont un peu les mêmes besoins en même temps. Donc quand tu es dans les couches, tu es dans les couches ensemble. Quand tu es dans la propreté, tu es dans la propreté ensemble. Et en fait, aujourd'hui, des jumeaux, si tu trouves un équilibre en tant que maman, t'as pas forcément du temps à l'un au dépit de l'autre, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on peut jamais gagner sur ce terrain-là. Soit quand il y a trop d'écart, mais pourquoi vous faites autant d'écart? Ils seront jamais proches. Ça veut rien dire. Moi, il y a 10 ans d'écart entre ma première et mon dernier, même 13 ans. Non, oui, avant-dernier. 13 ans d'écart et ils sont proches comme je sais pas quoi. Et aussi, il y a l'autre pan aussi qui est, mais est-ce qu'ils auront eu le temps de profiter de l'attention de chaque parent? Tu peux le créer aussi. Moi, je sais que j'ai pas la même relation, on aime tous nos enfants, mais j'ai pas la même relation avec chacun. Je sais que chacun me demande un certain type de besoin. Par exemple, avec ma Salomé, on va connecter beaucoup sur la cuisine. Elle va vouloir venir le mercredi, on va faire des recettes ensemble, on va avoir notre moment ensemble, on va faire ceci, on va faire cela. Avec Sekia, ça va être sur d'autres choses et ces moments-là, ça va être notre bulle à nous où on va parler cosmétiques, on va parler ceci, on va parler cheveux, nanana. Et avec Josh, on va avoir aussi un autre langage, avec son père, ça va être la bagarre, voilà, enfin, je veux dire, il y a moyen d'individualiser ces relations-là et pas de se limiter en se disant mais ils n'ont pas eu 5 ans, ils n'ont pas eu 24 heures d'attention d'affilée. Je pense qu'il faut pas, c'est dur de le faire, mais aujourd'hui c'est aussi comment on priorise les choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui notre famille est notre priorité, on trouvera toujours le temps de le faire. C'est juste dans les priorités, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais aujourd'hui on travaille, machin. Oui, et on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Mais on peut s'organiser de sorte à ce que si la famille est prioritaire, on lui donne la priorité. Après, je voulais juste rajouter, avant de conclure, qu'il y a quand même des réalités qui s'imposent à nous, notamment l'âge. Des situations pas faciles, même si on en a parlé un peu, que c'est quand même possible de surmonter. Je crois qu'on sert un Dieu qui est vraiment grand, même par rapport à des inquiétudes d'âge dont tu as pu nous faire part, Cindy, par rapport au fait que quand tu te maries à 35 ans, tu n'as peut-être pas le rêve d'avoir 5 enfants, mais ceci dit, c'est possible. Tout est possible à notre Dieu, donc je crois qu'il faut laisser aussi peut-être ce que Dieu a déposé dans notre cœur, de quel nombre d'enfants, enfin, même si c'est que 2, c'est peut-être que 2, quoi, mais aussi accepter ce que chacun accepte, ce dont chacun a envie, respecter la personne qui ne veut qu'un enfant et respecter celle qui en veut 6, voire plus. Il faut remettre Dieu au centre de ces décisions, là où dans notre société on l'a beaucoup enlevé de cette décision-là, en se disant c'est nous qui choisissons finalement, c'est nous qui avons le choix. Et cette envie de tout contrôler par peur de manquer, par peur de ne pas assumer derrière. Donc j'ai vraiment envie qu'on remette ça
toutes nos questions par rapport à ça, en particulier toutes les trois qui sommes un peu dans cette saison. Alors, vous êtes dans un célibat, mais ça peut arriver très vite, ce genre de questionnement de combien d'enfants vous voulez avoir si vous rencontrez la bonne personne. C'est aussi des questions qu'il faut pouvoir aborder une fois la trentaine passée, parce que notre corps n'est plus le même qu'à 20 ans. Et donc, moi, je me pose aussi ces questions-là à l'heure actuelle. Donc, c'est un sujet où ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous parce que j'ai pu comprendre que finalement il faut pouvoir dépasser aussi l'image qu'on a des familles nombreuses, la peur qu'on a derrière de ne pas assumer ou d'assumer et de peut-être laisser Dieu vraiment nous donner les enfants qu'il a pour nous. Et comme il le dit à la Genèse, donc au tout début de la création, remplissez la terre, multipliez-vous. Voilà. Tu vas faire un AVC aux écoles avec ce genre de... Mais c'est vrai, ça reste quand même un commandement, enfin quelque chose que nous a donné le Seigneur aux prémices de la terre. Et donc je crois qu'il y a quand même un message fort là-dedans. Et nous, on essaye souvent de bloquer ça par nos propres forces. Et finalement, Dieu est souverain. Donc s'il veut nous donner 5 enfants, 6 enfants, c'est après à nous de dire oui parce qu'il nous laisse le choix. Mais voilà, de le laisser aussi au contrôle de ça et de revenir peut-être à quelque chose, de revenir un peu en arrière dans tout ce que la société nous demande de faire dire ou de croire et de revenir à lui en premier. Je pense que, pour conclure, une des raisons, en fait, quand on décortique les explications qui nous disent pourquoi la natalité a baissé, c'est qu'en fait, je crois qu'en gros, quand on réunit les questions écologiques, les questions économiques, etc., c'est que les gens n'ont plus foi en l'avenir. Ils n'ont plus foi en l'avenir. Et je pense que du coup, avec la foi qu'on a et les Dieu qu'on sert, on a toutes les raisons d'avoir foi en l'avenir, de se lancer dans ce genre d'aventure. Et finalement, les familles nombreuses, c'est un beau témoignage de personnes croyantes ou pas qui ont foi en l'avenir et qui vont essayer de regarder au positif. Et de choisir la vie. Et chaque enfant est un espoir en plus. Ouais. Il faut se dire ça, chaque enfant est un espoir supplémentaire. Donc, Et bien sur ces mots, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous dire aussi quel est votre chiffre d'enfant idéal et puis la réalité qui est la vôtre aussi. Donc dire 0. Voilà, si vous n'en voulez pas, on respecte aussi le choix. On respecte ceux qui n'en veulent pas. Donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Just gotta feel it.